Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, fini les fakes, donc on fait un vrai faux ensemble. Ça faisait plus d'un mois, normalement c'est une fois par mois, mais là ça fait au moins 2 mois qu'on ne l'a pas fait. Donc j'ai réuni vos questions les plus pertinentes, ils sont là sous mes yeux. Donc les questions sont vraiment pertinentes et vraiment d'actualité avec les dernières générations. Donc ça c'est juste parfait. D'ailleurs n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos futures questions pour le prochain vrai faux, que je puisse bien les collecter pour les mettre en place et avoir la bonne réponse en face, bien entendu. On ne va pas perdre un seul instant, on se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows et donc à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Nous voilà, donc on va commencer par une question très pertinente. On va parler de 12e génération et on va parler de XMP. Donc c'est une question pertinente, ça fait des mois que j'en parle vraiment sur la chaîne ou sur les streams. Et pourtant, les fabricants, eux, n'en parlent pas du tout alors qu'on a un gros problème. Donc la question est, sur mon 12900K, lorsque je slotte les 4 barrettes de DDR5, je n'arrive pas à actionner l'XMP parce que ça ne fonctionne pas. Le PC crash et reboot en boucle. Complètement vrai. Et oui, j'en ai déjà parlé depuis longtemps, les fabricants ne communiquent pas dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous slottez 2 barrettes de DDR5, l'XMP passe sans faute. Mais dès que vous mettez 2 barrettes supplémentaires, l'XMP ne passe pas. Alors par expérience et par les retours que j'ai eus, quelques-uns arrivent à la faire passer. Donc ça peut arriver quand même, mais c'est plutôt assez rare. Et clairement, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc le 12900K, cette génération-là, clairement, lorsque on lui slot ces 4 barrettes de RAM, l'XMP n'arrive pas à se mettre en place et donc du coup, il va avoir un test memory quand le PC reboot et ce test-là, il devient sans fin parce qu'il n'arrive pas à prendre. Donc on est obligé de retourner dans le BIOS pour pouvoir mettre les paramètres d'origine. Et ça, c'est un gros problème parce que quand on achète par exemple de la RAM à 6000 et qu'on se la retrouve avec de la RAM à 4002, ça fait un petit peu chier, on va dire, surtout lorsqu'on a 4 barrettes de RAM. Donc il y a déjà un gros problème, c'est-à-dire que les fabricants de cartes mères, le fabricant de processeurs Intel ou les fabricants de RAM ne communiquent pas dessus. Donc il y a eu énormément de personnes qui ont acheté aussi 4 barrettes de RAM pour pouvoir remplir tout leur stock parce qu'effectivement déjà c'est aussi sympathique esthétiquement lorsque tout est bien rempli et pour ceux qui ont besoin de plus de mémoire, effectivement c'est bien aussi de les remplir. Donc de base il y a eu énormément de personnes qui les ont achetés et ils se retrouvent donc bloqués avec des vitesses de 4200 MHz à la place d'avoir les 5000, 6000, 6002 qu'ils auront peut-être achetés. Donc oui, je peux vous le confirmer, tout simplement, ça m'est arrivé à moi aussi. Je l'ai essayé sur plusieurs machines, j'ai essayé sur plusieurs cartes mères, j'ai essayé avec plusieurs 12900K, je l'ai essayé avec plusieurs barrettes de RAM et toujours chez moi, c'est le même constat. Comme je l'avais dit auparavant, sur certaines personnes, c'est plutôt rare, je vous avouerai, ça fonctionne. Chez moi, avec toutes les configurations que j'ai pu faire sur ma table de bench et sur mon PC personnel, ça ne fonctionne pas. Donc déjà sur ma table de bench, ça ne fonctionne pas. Moi, sur mon PC personnel, là où je monte mes vidéos, j'ai 4 barrettes de RAM et comme un con, je me suis retrouvé parce que ça ne fonctionne pas. Et les fabricants ne vous avertissent pas sur ce sujet. Alors déjà, c'est pas propre de ne pas avertir. Donc effectivement, ça va venir par rapport à l'architecture du processeur. Il n'arrive pas à gérer les 4 slots de mémoire en XMP, c'est une catastrophe. Et comme je le dis très bien, les fabricants n'en parlent pas. Donc Intel, le premier concerné, vous verrez, moi en tout cas j'ai vu aucun communiqué nulle part sur cette problématique. Les fabricants
de RAM non plus, vous n'en parle pas. Donc les cartes mères, eux, se disent moi j'ai tout fait pour que ça fonctionne. Si la correspondance ne fonctionne pas, écoutez, ce n'est pas de notre faute. Oui, mais en attendant, il n'y a aucun de ces trois acteurs-là qui ne vous prévient. Donc moi, je ne trouve pas ça très clean de la part des fabricants de ne pas aviser le consommateur que vous ne pourrez jamais remplir vos 4 slots de mémoire en activant l'XMP. Donc ça sert strictement à rien de basculer sur de la RAM qui va être à 6000 si derrière vous ne pourrez pas l'actionner si vous utilisez les 4 slots de mémoire. Donc je trouve que c'est une vraie catastrophe aussi bien financière parce que les gens vont débourser de l'argent et finalement ils ne vont pas user et ils ne vont pas aller jusqu'à la fréquence souhaitée. Et en plus de ça, c'est un petit peu du foutage de gueule, non? Parce qu'il y a un problème, ok, on admet qu'on a un problème sur notre génération, ça peut arriver, ok, mais on le dit. Et là, il n'y a aucune information, je vous dis, de la part des fabricants de RAM, de la part de chez Intel et de la part des cartes mères. Le premier qui aurait dû vous aviser de cette problématique-là, forcément, ça devrait être Intel parce que ce sont quand même leurs processeurs qui posent problème sur cette génération-là, sur de l'XMP en DDR5. Mais oui, mais Pax, pourquoi ? C'est très difficile à dire, je ne suis pas assez spécialiste, mais en tout cas, il y a une conclusion qui est quand même pas si mauvaise que ça qu'on pourrait se dire, c'est que ces processeurs sont quand même compatibles DDR4 et DDR5. Donc on leur demande beaucoup. Par exemple, la nouvelle gène de chez AMD, elle est uniquement compatible DDR5. Donc déjà architecturalement au niveau du processeur, c'est beaucoup plus simple d'être compatible avec une seule génération de RAM. Alors que ce processeur est compatible avec 2 générations de RAM, DDR4 et DDR5. Je pense que la problématique doit se jouer à ces niveaux-là. Mais en tout cas, ça ne viendra pas de la carte mère et ça ne viendra pas de votre RAM. Ça viendra obligatoirement de votre CPU. Donc cette question est complètement d'actualité et je peux vous répondre, ce n'est pas un fake, ça ne fonctionne pas ou en tout cas pour une minorité de personnes. Autre question, Pax, je ne comprends pas, j'ai une carte mère qui annonce du PCI 5 et lorsque je mets mon port M2 de PCI 5, ma dernière ligne de PCI pour mettre ma carte graphique ne fonctionne plus. Est-ce que c'est normal? Et non, encore une fois, c'est normal, et oui. Et je vais pouvoir vous le montrer par exemple sur une fiche technique de chez Asus, c'est écrit et il va falloir bien chercher pour la trouver parce que c'est pareil, ça ne vous le dit pas d'office. Encore une fois, il faut chercher à travers les lignes. Donc si vous mettez votre M2 sur un port PCI 5, ça va vous couper vos dernières lignes pour pouvoir slotter votre carte graphique. Donc encore une fois, c'est compliqué, effectivement, le PCI 5 demande énormément au processeur et ce n'est pas encore une fois un problème de carte mère, encore une fois, c'est un problème de processeur parce qu'il s'avère que c'est toujours pareil, les processeurs peuvent vous offrir certaines lignes, par exemple le 10980 XE, je crois qu'il peut aller jusqu'à 48 lignes, c'est démentiel, mais sinon généralement c'est toujours moindre à ça et dès que vous actionnez votre PCI 5, vous allez couper directement des lignes de communication avec vos slots pour slotter votre carte graphique et là du coup elles sont directement en off, c'est-à-dire qu'elles s'éteignent littéralement, elles ne fonctionnent pas. Donc ça aussi c'est pas écrit en gros, voilà, donc il faut bien se renseigner. Je vous montrerai par exemple des images de mon PC. Moi, je voulais justement le mettre sur ma dernière ligne pour ne pas gâcher visuellement toute la carte mère. Je voulais le brancher sur le dernier slot qu'on voit et finalement j'ai dû le ramener quand même sur le premier parce que du fait d'avoir mis le M2 à cet endroit-là, forcément mes lignes de PCI du bas sont littéralement coupées en off, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même des questions qui sont très d'actualité, le PCI 5, déjà l'XMP sur les dernières générations de chez Intel. Donc je suis plutôt assez content des questions que vous m'avez laissées. Je trouve qu'elles sont, comme je vous dis, vraiment d'actualité. Et ça reste quand même pour moi un problème. Voilà, qu'on ne puisse pas activer l'XMP quand vous supprime des lignes de PCI, je trouve ça un peu moyen. Et je le répète bien, la problématique ne viendra pas de la carte mère, viendra de l'architecture propre du processeur. Question suivante, lorsque je nettoie mon boîtier et que je souffle de l'air sur mes ventilateurs, est-ce que mes ventilateurs peuvent vraiment faire cramer ma carte mère? Alors cette question, je pense qu'elle est en l'occurrence par rapport à une vidéo d'une chaîne que je suis moi-même qui s'appelle Goodwin. Pour ceux qui ne la connaissent pas, faut la connaître, Goodwin, vous allez la trouver. C'est vraiment un mec qui touche un petit peu à tout, sa chaîne elle est juste parfaite. Donc ce qu'il fait en vidéo, c'est qu'il fait tourner les ventilateurs avec une Dremel et donc du coup ça va produire de l'énergie comme en fait fait une dynamo sur un vélo tout simplement. C'est-à-dire que si on fait tourner un moteur à l'envers électrique, il va lui-même produire de l'énergie. Donc il arrive à avoir des tensions de je ne sais plus combien de volts et effectivement ce sont des tensions qui sont effrayantes et ça pourrait sur le papier cramer une carte mère. Sauf que sachez que sur vos cartes mères, vous avez des diodes de protection. S'il y a un courant qui est inversé, les diodes sont là pour protéger. Donc non. Secondo,
il a quand même fait tourner des ventilos avec une Dremel. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Je ne sais pas. Les ventilos, peut-être qu'ils étaient basés pour faire du 1600 tours minute. Là, je pense qu'ils étaient à 7000 tours du minute. Que je nettoie mon boîtier et que je souffle de l'air sur mes ventilateurs, forcément, si vous allez souffler avec une soufflette, les ventilateurs vont tourner. Ça va produire de l'électricité. Sachez que vous n'allez jamais atteindre la vitesse qu'il a eu lui avec sa Dremel. Ou en tout cas, il faut vraiment y aller, il faut vraiment en abuser. Donc effectivement, quand vous soufflez sur vos ventilateurs, il faut les tenir et souffler dessus. Moi, de temps en temps, je peux passer quelques instants quand c'est 1 seconde ou 2 secondes par ventilateur, histoire d'un petit peu plus dépoussiérer. Ça ne craint rien du tout. La seule chose où ça va craindre pour votre matériel, ça va être plutôt les roulements du moteur qui sont à l'intérieur du ventilateur qui ne sont pas faits pour rouler à des vitesses telles. C'est-à-dire que si c'est des roulements pour atteindre les 800 tours minute ou 1600 tours de minute et qu'on lui a mis du 4000, bon, ça va tenir quelques instants, mais au bout d'un moment, vous allez le foutre en l'air. Donc, le top, c'est toujours de maintenir le ventilateur lorsque vous le soufflez, tout simplement, pour bloquer les ailettes. Si vous le faites tourner 3-4 secondes, c'est ce que moi des fois je le fais, ça ne pose aucun problème. Est-ce que ça peut cramer ma carte mère? Je pense que ça, c'est vraiment lié à la vidéo de Goodwin où effectivement, il démontre qu'en faisant tourner très fortement un ventilateur, ça va produire de l'énergie, donc une tension. Donc effectivement, cette tension, ça n'avait pas les protections derrière sur vos cartes mères, effectivement, ça aurait pu être plus dangereux. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez des protections sur vos cartes mères pour pouvoir protéger un petit peu ce système-là. Toujours bien faire tenir ces ventilateurs lorsque vous soufflez dessus, bien entendu. Si vous passez juste un instant, ce n'est pas la peine. Mais c'est évident que si vous allez passer 5 minutes sur votre ventilateur avec une Dremel ou avec un ventilateur à fond par-dessus pour pouvoir le faire tourner, là où ça va cramer surtout, ça va être surtout le moteur ou les roulements qui sont à l'intérieur de votre ventilateur et pas votre carte mère, bien entendu. Question suivante. Est-ce que si j'achète un processeur Intel et une carte graphique Intel, j'aurai plus de FPS en jeu ? Non, vous n'aurez pas plus de FPS en jeu. Donc par contre, ils ont envoyé une information qui est que si vous faites des applications professionnelles, donc des gros rendus ou ce genre de choses, oui, il va y avoir une coopération entre le processeur et avec la carte graphique. Donc il va y avoir des protocoles entre les softwares et puis tout simplement le langage qu'ils vont pratiquer entre eux avec des technologies associées, bien entendu, où là, vous allez avoir un gain. Mais en termes de FPS, vous n'aurez pas de FPS supplémentaires parce que vous avez un combo Intel processeur et carte graphique. Pas du tout, pas en tout cas dans les jeux, vous n'aurez pas de FPS qui seront associés à ces technologies-là. Par contre, ce qu'on s'est aperçu ces derniers temps, c'est qu'avec les derniers pilotes graphiques de cette carte Intel, donc cette carte graphique, en tout cas la 770, la boîte, on voit là, et la carte qu'on voit là actuellement. Donc on s'aperçoit qu'avec les derniers drivers, on se rapproche de plus en plus d'une 3070. Donc je rappelle encore une fois, l'avantage de cette carte-là, bien entendu, c'est par rapport au prix, mais c'est surtout parce qu'elle embarque un encodeur qui est la V1 et pour pouvoir streamer, donc c'est quelque chose de beaucoup plus léger parce que le format AV1 pour encoder et décoder, vous allez moins toucher votre bande passante parce que les paquets vont être beaucoup plus légers. Sinon, si vous faites un combo clairement Intel en processeur et en carte graphique, vous n'aurez aucune FPS en plus. Alors la question suivante, elle est récurrente, elle me revient régulièrement. Donc elle me paraît un peu plus naïve, mais je peux comprendre que des gens se posent la question. Donc on va y répondre tout simplement. C'est si j'ai un processeur de 150 watts et une carte graphique de 350 watts, est-ce que j'aurai tout le temps une consommation de 500 watts? Non. Bien sûr que non, ce sont des pics, c'est-à-dire que lorsque votre processeur consomme 150 watts, si vous êtes sur Internet en train de naviguer ou faire un tableur Excel ou du Word ou quoi que ce soit, bien entendu qu'il ne va pas vous prendre les 150 watts, ça va être des pics. Ça veut dire que quand tous ces corps, par exemple si c'est un 8 cœurs ou un 6 cœurs, tous ces cœurs vont fonctionner pas à 30% chacun, ou pas un à 100% et puis l'autre à 50%, quand tous les cœurs vont fonctionner à 100%, d'accord ? Là, vous allez avoir votre consommation de 150 watts, bien sûr. Là, oui. Mais j'ai envie de vous dire, il va falloir que vous trouviez le bon logiciel pour pouvoir vous faire travailler tous vos cœurs à 100%. Donc ça, ce n'est pas forcément déjà très évident. Donc bien entendu, lorsque vous êtes en train de naviguer sur Internet, vous faites un peu d'Excel, un petit peu ce genre de choses, faire des jeux légers ou un peu de montage vidéo ou enfin tout ce que vous voulez, vous n'allez pas atteindre vos 500 watts. Pour atteindre vos 500 watts, il aurait fallu que votre carte graphique soit à fond. Donc 350 watts à fond, ça aussi c'est pareil, c'est des pics donc de moyenne et pour ça il aurait fallu aussi que votre processeur soit à fond, donc les 150 watts
pour avoir vos 500 watts. Donc sachez que si vous allez acheter un PC avec ces consommations, donc bien entendu, ce n'est pas parce que vous allez appuyer directement sur le bouton Power de votre PC que vous allez avoir une consommation directement de 500 watts comme si c'était un four. Non, pas du tout. Ce sera uniquement par pic, voilà, donc pondéralement. La question suivante va parler de DDR5 et de DDR4. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur 12e gène et 13e gène directement en DDR5 ou est-ce que la DDR4 fera largement le boulot? J'ai envie de vous dire, Intel a eu quand même la présence d'esprit que par exemple n'a pas eu du tout AMD, d'avoir laissé le choix à l'utilisateur. Ils ont laissé la double compatibilité entre DDR4 et DDR5. Et ça, ce n'est pas rien du tout parce que vous le voyez, la concurrence ne l'a pas fait. Donc pour beaucoup de personnes déjà d'une, ils vont pouvoir récupérer leur ancienne DDR4 pour pouvoir la mettre sur leur nouveau PC. Et en plus de ça, ceux qui ne l'ont pas, ils ont aussi le choix d'acheter de la DDR4 qui est relativement beaucoup moins cher que la DDR5 et faire leur machine. En sachant que la DDR4, je l'ai déjà dit, elle n'a pas des mois devant elle, elle a encore des années et des années devant elle. Donc est-ce que ça vaut toujours le coup, parce que c'est ça la question, d'acheter une dernière gène de chez Intel et d'avoir de la DDR4? Oui, clairement, ça vaut clairement le coup. Vu le prix de la DDR4 aujourd'hui, vu les fréquences qu'on arrive à avoir aujourd'hui aussi sur la DDR4, ça vaut clairement le coup. Est-ce que du coup, ça vaut pas le coup de passer en DDR5, Pax? Bien entendu, si ça vaut le coup, mais c'est toujours une histoire de portefeuille. Voilà, donc je vous ai bien dit, l'avantage de rester en DDR4, c'est soit de conserver la sienne, ou soit d'acheter de la DDR4, donc moins cher que de la DDR5. Si quelqu'un se monte un build et sur ce build-là, il a les moyens de passer en DDR5, je l'encourage à en passer en DDR5. Effectivement, même si le cas c'est plus haut, les fréquences restent quand même beaucoup plus hautes et la tangente entre les deux fera qu'elle sera quand même dominante. En sachant aussi que tous les softwares ne sont pas encore hyper bien optimisés pour la DDR5. Donc c'est quelque chose qui va avoir lieu dans le futur aussi. Donc oui, là je réponds à cette question. Ce n'est pas parce qu'on est en 12e gène ou en 13e gène qu'on est obligé de passer en DDR5. La DDR4 fera largement le boulot. Surtout si une personne veut se monter une config en 12e gène ou en 13e gène, il se dit de toute façon je vais créer une config que pour dans 4 ou 5 ans. Clairement la DDR4 fera le boulot pour ces années-là, je peux vous le garantir. Question suivante. Alors cette question me revient souvent. Voilà, clairement, et pourtant, clairement, j'en ai déjà parlé aussi plein de fois. Mais on va reprendre parce que pareil, du fait qu'elle me revienne souvent, c'est qu'il y a encore des doutes. Si j'achète une carte mère Asus Extreme ROG, est-ce que j'aurai plus de FPS que ma TUF? Gros, on va résumer, si j'achète une carte mère à 300 €, une carte mère à 700 €, 800 €, 900 €, 1200 €, 2000 € qu'on a pu avoir avec la Good Luck de chez MSI, est-ce que j'aurai plus de FPS qu'avec une carte mère de premier prix? Eh bien non. Pas du tout, vous n'aurez aucune FPS de plus. Une carte mère ne va pas vous délivrer des FPS. Qu'est-ce qui va vous délivrer des FPS? Ça va être tout simplement votre RAM, ça va être votre processeur et votre carte graphique. À partir de là, vous prenez n'importe quelle carte mère, vous mettez ces éléments dessus, ça va fonctionner bien entendu, un chipset compatible et socket compatible. Ça, on est bien d'accord. Mais en soi, en tout cas, une carte mère ne va pas vous offrir des FPS de plus. Donc, la bonne question, c'est pourquoi cette carte mère vaut 1200 €? Très très bonne question. Cette carte mère vaut 1200 € parce que déjà, généralement, c'est les fers de lance des marques qui vont les produire. Ça va être toute la vitrine technologique que sait faire la marque et ça va être des matériaux beaucoup plus nobles. Et surtout, ça va vous offrir plus de connectique. Par exemple, des ports RJ45 en 10 gigabits, par exemple directement avec une Wi-Fi intégrée, du Thunderbolt, du USB type C, plus du USB type 3. Donc ça va être beaucoup les connectiques qu'aura cette carte qui va être associée, qui n'auront pas une carte qui sera moins disante en termes de prix. Et aussi le nombre de ports M2, s'il va y avoir du PCI 5, du PCI 4, ça va être ce genre de choses et les matériaux qui sont employés dessus. Si par exemple il y a un carénage en aluminium, si par exemple il y a du refroidissement pour vos M2, ça va être ce genre de choses-là. Mais clairement en FPS, rien du tout. Donc si quelqu'un a les moyens et qui veut se faire plaisir, ou si c'est un professionnel qui a besoin d'énormément de connectique, oui, il peut aller s'orienter sur une carte qui sera plus chère. Mais pour quelqu'un qui veut faire des économies, s'il trouve la bonne carte mère où il a les connectiques qu'il a besoin et pas plus, le nombre de lignes PCI qu'il aura besoin et pas plus, le nombre de M2 qu'il aura besoin et pas plus, c'est une très bonne source d'économie. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je vous la montre là, si pour quelqu'un va voir comment fonctionne une carte mère et comment est fabriquée une carte mère. Donc l'un des premiers choix qu'on doit faire lorsqu'on achète une carte mère, c'est connaître ses besoins pour pouvoir déjà enlever tout ce qui ne sert à rien. Et là, c'est la première source d'économie. Question suivante. Alors la dernière question, elle m'est déjà revenue, ça faisait un petit moment, mais on va la reprendre. Donc, est-ce que si j'achète une carte graphique, une 3080 à 350 watts ou une 3080 qui consomme 450 watts, j'aurai plus de FPS sur les 450 watts? Vrai ou faux? Vrai.
totalement même. Donc clairement, pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir une carte qui aura un BIOS qui va être à 350 watts et vous aurez une autre carte avec un BIOS à 450 watts. Donc c'est 100 watts de différence. Tout simplement, ça va vous permettre de lui laisser de la liberté. Son BIOS va être plus libre et elle va lui accorder plus de power. Donc elle ira plus loin. Les fréquences généralement seront un petit peu plus hautes. Les fréquences mémoire aussi pourraient être un petit peu plus hautes. Elle va pouvoir dépenser plus d'énergie. Donc du coup, elle sera plus libre et elle vous offrira plus de FPS. Donc oui, vrai, si vous pouvez vous orienter sur celle qui consommera le plus, ce sera elle qui vous offrira le plus de FPS. Et rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que votre carte consomme 450 watts que dès que vous allez allumer votre PC, vous aurez 450 watts. Non, ça sera quand elle sera utilisée pleinement avec un rendement de 100% pour arriver à ces 450 watts. Donc en soi, oui, c'est une très bonne question. Il vaut mieux s'orienter, ça va dépendre aussi financièrement parce que généralement elles sont aussi légèrement plus cher. Donc oui, bien entendu, il vaut mieux s'orienter sur une carte graphique qui consomme le plus à modèle égal, bien entendu, on parle bien à modèle égal parce qu'elle va vous offrir plus de FPS. Voilà les amis, je compte sur vous en commentaire pour pouvoir me laisser un maximum de questions pour le prochain vrai-faux. Vous savez que c'est généralement tous les 1 mois, alors là ça faisait un petit peu plus, mais généralement j'essaie de vous en faire un tous les 1 mois. Donc n'hésitez pas à me laisser toutes vos questions en commentaire si vous voulez que je vous réponde sur le prochain numéro. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'en fin de vidéo, parce que je sais qu'il y en a de moins en moins en fin de vidéo, à vous 2 fois plus, merci. Je vous dis maintenant au rendez-vous de dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!